Et si on apprenait à mieux voir ce qui ne se voit pas? L'inclusion, ce n'est pas un mot à la mode, c'est une nécessité. Bonjour, je suis Marion Deton. Bienvenue dans Entre soins et emploi, notre nouveau format autour de l'emploi et du recrutement dans la santé. Le sujet du jour est le handicap et l'inclusion professionnelle. En France, seuls 36% des personnes reconnues en situation de handicap ont un emploi, contre 65% pour le reste de la population. Et 3 personnes sur 4 estiment que leur handicap a été un frein professionnel. Aujourd'hui, à notre micro, Kevin Rimbert, manager de pôle sur la division santé médicale à Rouen, et Arthur Nicolas, consultant sur la division santé médicale à Nantes. Ils nous parleront de ce sujet. Tous deux accompagnent au quotidien des candidats et établissements de santé et partagent aujourd'hui les constats, leur expérience et leurs conseils pour rendre le recrutement plus inclusif. Pour démarrer, Kevin et Arthur reviennent sur leur expérience auprès de candidats en situation de handicap. Ils partagent ce qu'ils observent ou ce qu'ils ont observé le plus souvent dans leur parcours, les freins rencontrés, les besoins exprimés, mais aussi les réussites. Ce qui ressort le plus souvent des témoignages de personnes en situation de handicap, c'est un mélange de freins et de réussites, qui sont significatifs pour le coup quand l'accompagnement est adapté. Au niveau des freins, il y a clairement des obstacles à l'accessibilité à certaines fonctions, que ce soit physique ou administrative d'ailleurs. Je pense aussi qu'il y a un manque de compréhension et de formation du grand public et des professionnels. Au niveau des réussites, quand les conditions sont réunies et préparées, on a des parcours d'insertion qui sont réussis. Ça génère un fort sentiment de reconnaissance, hein, des personnes qui intègrent les structures et donc elles y restent plus longtemps et ça, c'est plutôt intéressant. Il y a un vrai besoin, hein, par contre, sur ce sujet. Je pense un accompagnement personnalisé serait nécessaire, que ce soit des personnes qui intègrent les structures ou des personnes qui leur permettent d'intégrer les structures. Et je pense qu'une meilleure communication entre les acteurs serait judicieuse, que ce soit les employeurs avec les candidats, mais aussi autres parties prenantes pour qu'elles arrivent à mieux se comprendre. Dans le secteur paramédical, les soignants sont passionnés et souvent très investis, mais les contraintes physiques, les horaires lourds et la pression des plannings deviennent rapidement des freins pour ceux qui vivent avec un handicap, surtout lorsqu'il est invisible. Ce que ces témoignages mettent en lumière, c'est que les freins ne viennent pas toujours du handicap en lui-même, mais souvent du manque de compréhension ou de communication autour de ces situations. Sur le terrain, la sensibilisation reste donc un levier essentiel. Le handicap n'est pas toujours visible, cela peut rendre les choses plus complexes. Dans les établissements ou dans les entreprises, la question de la confiance et de la liberté d'en parler est cruciale pour que chacun puisse s'exprimer sereinement. Arthur et Kevin nous expliquent comment les établissements peuvent créer ce climat de confiance à travers des pratiques managériales plus bienveillantes et des échanges ouverts au quotidien. Dans les établissements de santé, les handicaps invisibles comme les troubles musculo-squelettiques, maladies chroniques, troubles anxieux ou de l'attention sont fréquents mais peu exprimés. Les soignants ont peur d'être vus comme moins fiables ou de fragiliser l'équipe. Le problème, ce n'est pas le manque de bienveillance, c'est souvent le manque de culture du dialogue autour de ces sujets. Pour y remédier, on peut activer 3 leviers afin de créer de la confiance. Premier levier, former les cadres et les encadrants à la posture d'écoute. Une simple phrase permet d'ouvrir la parole. Deuxième levier, mettre en place des espaces de parole neutres animés par le référent handicap en dehors du cadre hiérarchique direct. Ces rendez-vous permettent aux agents de s'exprimer sans crainte d'être jugés. Troisième levier, valoriser les témoignages internes, mettre en avant les personnes qui en parlent publiquement. Par exemple, un infirmier ou une infirmière expliquant comment elle a repris confiance après un aménagement, permet de dédramatiser et d'ouvrir le dialogue. Et enfin, rendre le dispositif handicap visible, affiche, intranet, contact clair, numéro direct, ça permet de savoir à qui s'adresser et ça crée encore une fois de la confiance. Cette question est importante et le maître mot de celle-ci, c'est la confiance. Les établissements peuvent la créer en sensibilisant les équipes dès l'intégration, mais aussi à travers des formations sur le sujet. Je pense qu'il faut aussi garantir la confidentialité des échanges et valoriser la parole sans jugement, et pourquoi pas en mettant en avant les bienfaits, car créer la confiance libère la parole, et libérer la parole permettra peut-être de mettre en place des aménagements adaptés au niveau des horaires, au niveau du poste, ou peut-être au niveau matériel aussi. Sur le terrain, l'inclusion prend vie à travers des exemples concrets. Kevin et Arthur partagent plusieurs situations où l'accompagnement, la communication et l'adaptation ont véritablement changé les choses, aussi bien pour les candidats que pour les équipes. J'ai recruté un candidat en situation de handicap moteur qui avait besoin d'un poste adapté et des horaires flexibles dans une structure hospitalière, car c'était son souhait. L'établissement a joué le jeu, a aménagé son bureau, a aménagé son planning aussi pour lui permettre de remplir son rôle et d'accéder à ce poste. Résultat, lorsque j'ai réalisé le suivi d'intégration, qui pour le coup fait partie intégrante de notre processus de recrutement chez Ariop, le candidat était ravi, il se sentait reconnaissant, il était efficace, il a priori rapidement pris confiance en lui et s'est pleinement intégré à l'équipe. Pour la structure,
De manière synthétique, ça a permis je pense, de renforcer sa cohésion autour de cette intégration et de valoriser son image inclusive. Je pense notamment à une aide-soignante que j'ai eu l'occasion d'accompagner qui souffrait de fatigue chronique et auparavant travaillait sur des horaires en 12 heures, un week-end sur deux. Pour réduire justement sa fatigue par jour, je lui ai proposé des horaires en 7h30 avec un week-end sur trois, qui a permis notamment d'alléger sa charge de travail quotidienne et de pouvoir s'épanouir pleinement au travail. La question de la parole est souvent au cœur des démarches de recrutement. Faut-il parler de son handicap et si oui, comment le faire? Nous leur avons posé la question. Il n'existe pas de règle unique, chacun avance à son rythme selon son ressenti et le climat instauré lors de l'échange. Alors non, il n'y a aucune obligation pour le faire et le choix appartient à la personne. Certaines personnes préfèrent attendre de mieux connaître l'entreprise, d'autres préfèrent le faire directement pour avoir des aménagements qui seraient adaptés, mais le principal dans tout ça, c'est de se sentir à l'aise et en confiance pour le faire. Et si vous le faites, présentez le handicap de façon factuelle, sans entrer dans des détails qui seraient peut-être trop personnels. Mettez aussi l'accent sur vos compétences, expliquez plutôt comment vous travaillez efficacement malgré les obstacles, et surtout, restez positif. L'objectif, c'est de montrer que vous êtes autonome, motivé et capable de contribuer pleinement à la mission qui vous sera proposée. Tout d'abord, il n'y a aucune obligation de parler de son handicap en entretien, cela relève bien d'un choix personnel. Maintenant, si vous êtes prêt à en parler, l'objectif est de le faire avec confiance en parlant de ses besoins concrets et de ses problématiques que l'on rencontre au travail. Je pense notamment à une infirmière diabétique qui expliquait simplement à sa cadre de santé: j'ai juste besoin de faire une pause fixe dans la matinée pour vérifier ma glycémie et manger quelque chose. C'est clair, simple, et ça n'a jamais remis en cause la qualité de son travail. Autre cas, un aide-soignant déjà sujet à des douleurs lombaires chroniques. En entretien, il avait dit: je peux tout à fait assurer les soins, mais j'ai juste besoin d'un chariot à hauteur réglable pour éviter les mauvaises postures. Dans ce cas-là, l'établissement a très bien compris et il a mis en place un chariot à sa disposition pour adapter son poste de travail. C'est peut-être ça la bonne approche, ne pas se définir par son handicap en lui-même, mais par les conditions qui permettent d'exercer son métier dans les meilleures dispositions. Chez Ariop, l'inclusion fait partie intégrante de notre approche de recrutement. Ils expliquent comment au quotidien ils accompagnent les candidats et sensibilisent les établissements à ces enjeux. En tant que consultant, je pense même que nous avons un rôle prépondérant à rendre le recrutement plus inclusif, et à bien des égards d'ailleurs. En ce qui concerne le handicap, premièrement en étant formé et sensibilisé aux différents types de handicap, qu'ils soient visibles ou invisibles. Deuxièmement, en étant formé à la réalisation des entretiens de recrutement avec les candidats. Cela permet de créer le fameux climat de confiance, favoriser les échanges ouverts sur le sujet. Par ailleurs, nous leur donnons même des conseils sur comment aborder le sujet si les candidats nous posent la question et en ressentent le besoin. Troisièmement, nous envoyons des CV anonymes à nos clients, ce qui permet de valoriser uniquement la compétence, le parcours des candidats et leur valeur ajoutée par rapport au poste proposé. Et enfin, de manière ponctuelle, nous jouons un rôle de conseil auprès des établissements sur le sujet pour les accompagner dans les différentes démarches si nécessaire. Concrètement, en tant que consultant, on peut agir sur les consciences de deux catégories de personnes, à savoir les candidats et les recruteurs au sein même des entreprises. Côté candidat, on les aide à oser, à valoriser leurs compétences sans craindre le jugement. Je pense notamment à une collègue qui a accompagné un jeune homme malentendant dans sa recherche d'emploi. Elle a pu travailler avec lui sur ses réponses, sur le rythme de parole, et elle a surtout prévenu en amont le recruteur qu'il lisait sur les lèvres. Résultat, l'entretien s'est très bien déroulé et il a pu poursuivre au sein de cette entreprise. Ensuite, côté recruteur au sein des entreprises, on les aide à adapter leurs entretiens, à revoir leurs fiches de poste, à poser les bonnes questions. Parfois, rien que de dire: si vous avez besoin d'un aménagement, on en parlera ensemble, ça suffit à changer le ton d'un échange. Notre rôle, c'est d'être le trait d'union entre le besoin d'un candidat et la réalité d'une entreprise, en montrant simplement que l'inclusion, c'est parfois juste du bon sens. On arrive à la fin de cet épisode d'Entre Soins et Emploi. Merci à Kevin Rimbert et Arthur Nicolas pour vos retours d'expérience et votre engagement pour un recrutement plus humain et inclusif. Si vous êtes candidat, soignant ou établissement et que vous souhaitez échanger autour de ces sujets, retrouvez nos équipes sur ariop.com ou sur LinkedIn. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre Spotify. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Entre Soins et Emploi.